Alors la transition écologique est une occasion de repenser nos manières de produire et de consommer, mais également de porter un autre regard sur la vulnérabilité. Dans ce cas, les associations de solidarité sont depuis longtemps à l'avant-garde de nombreuses actions. Quelles sont les plus-values de ces initiatives? Comment mieux les valoriser? À quelles conditions peuvent-elles inspirer l'ensemble de la société? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Camille Rognan, responsable du service économique au sein d'Emmaüs France. Merci Camille d'être avec nous. Et Daphné Chamard, responsable transition écologique juste au Secours catholique. Daphné, merci d'être avec nous. Alors justement, si on parle des associations, on a évoqué beaucoup de problématiques peut-être au global. S'intéresser à l'action des associations justement sur cette double priorité écologique et sociale, c'est pas forcément un hasard. Selon vous, quelle place des associations de solidarité justement pour prendre en compte les besoins des plus fragiles, qui sont nombreux, on le voit avec cette fameuse double peine, dans le cadre de la transition écologique? Alors, les associations, elles sont, et en tout cas elles seront, et elles sont déjà en fait en première ligne pour pouvoir identifier les problématiques de précarité et les vulnérabilités à venir, notamment en termes de changement climatique. Au Secours catholique, par exemple, on a la chance de faire partie d'un réseau international, et donc nos partenaires internationaux nous alertent déjà depuis de nombreuses années sur en fait les impacts du changement climatique sur les plus précaires. Et donc toute cette double peine dont on parle depuis tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est important de se rappeler qu'en fait on est là aussi pour pouvoir identifier ces problématiques et surtout de mettre en avant le fait qu'il ne s'agit pas de deux thématiques qu'on essaierait de lier, mais bien en fait un seul et même sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a vu tout au long de cette émission, lutter contre les causes de la pauvreté nous amènera et nous amène à lutter contre le changement climatique. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment nécessaire de partir déjà de ce point-là. Aussi, c'est notre devoir de rappeler qu'il faut partir des besoins des plus précaires et de leurs contraintes, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne comme ce qui a pu déjà être dit. Et donc pour nous, associations, on est là pour permettre, que ce soit par nos actions ou nos plaidoyers, l'accès aux besoins essentiels, donc ce plancher social, tout en respectant les limites de la planète et donc ce plafond écologique. Et c'est dans cette action-là vraiment que nos associations doivent s'inscrire. Et puis enfin, la place des associations, c'est aussi d'être là pour reconnaître les contributions des personnes, parce qu'on sait déjà que les personnes en situation de précarité, elles ont déjà des pratiques qui sont empreintes de sobriété. D'accord. Tous ces enjeux justement démocratiques, on essaiera de les voir à la fin de cette émission. Camille, justement, est-ce que vous partagez l'analyse en fait de Daphné? J'imagine que oui. Et qu'est-ce que vous souhaitez ajouter en plus sur cette question de la place des associations pour prendre en compte justement les besoins des personnes fragiles dans le cadre de la transition? Alors la spécificité de nos réseaux qui sont gros et anciens, c'est d'être vraiment, comme vous le disiez, en première ligne sur les sujets des besoins sociaux. La continuité, l'enjeu de nos missions aujourd'hui, de notre rôle de grand réseau, c'est de continuer à alerter sur l'urgence sociale. Et là, on est en première ligne. Et l'urgence sociale, elle se renforce, elle évolue, elle ne diminue pas, elle a des nouveaux visages. Et donc, l'intérêt d'avoir des réseaux anciens, experts de ces questions-là, c'est de pouvoir témoigner de ces différentes formes de précarité et d'urgence sociale. Et pouvoir mesurer le chemin accompli aussi, au contraire, les régressions, c'est ça? Ou les régressions, mais surtout, et vraiment pour des réseaux en tout cas anciens comme Emmaüs, c'est de faire entendre cette impérieuse nécessité de conjuguer l'urgence écologique qui est prioritaire, mais qui ne doit pas se substituer, elle doit vraiment se conjuguer aux combats sociaux qui ne sont pas résorbés. Et la place, je pense, de réseaux très multithématiques comme les nôtres, qui sont sur le terrain, c'est d'anticiper tous les sujets qui vont impacter la vie quotidienne des publics les plus fragiles, parce qu'on est, par exemple, nous, on est experts des questions de logement, d'emploi, d'insertion. Et dans la transition écologique, les impacts, ça va être se nourrir, se loger, se former, c'est aussi la formation, à des emplois. Et donc c'est là-dessus que notre rôle, en tout cas de grand réseau, c'est d'alerter et d'anticiper tous ces impacts-là pour que l'action publique aille dans le bon sens. D'accord, très bien. Alors justement, si on s'intéresse aux actions de ces fameux anciens et grands réseaux multidimensionnels. C'est quoi l'action justement d'Emmaüs France? Alors je connais bien Emmaüs France et je sais qu'il y a énormément de choses, mais peut-être pour résumer, quelles sont les grandes actions d'Emmaüs France justement qui permettent de concilier ces deux préoccupations, de conjuguer, comme vous dites, ces deux préoccupations écologiques et sociales?
Alors la plus connue et la plus historique, c'est la plus ancienne, hein, c'est les fameuses boutiques Emmaüs, connues du grand public où tout le monde peut aller acheter, chiner des choses. Les deuxièmes vies La deuxième vie des objets. Et cette activité historique, en fait, elle trouve un nouvel écho très fort face aux défis écologiques. Parce qu'aujourd'hui, ce sont à peu près 500 boutiques, lieux qui sont ouverts au public et qui permettent justement de répondre à deux impératifs, environnemental et social, puisque dans ces boutiques-là, on peut s'équiper, on permet d'accéder à des biens de qualité et de première nécessité à prix solidaire pour tous, mais aussi donc pour les personnes qui en ont besoin. Et pour tous nos citoyens, parce que c'est des espaces qui sont ouverts à l'équipement de tout le monde, c'est aussi emmener nos concitoyens vers une consommation responsable à deux titres. La responsabilité environnementale, puisque quand on consomme de seconde main, on réduit son impact écologique de la consommation. Et responsable parce qu'aussi solidaire. Quand on achète, qu'on s'équipe chez Emmaüs, qu'on achète quelque chose chez Emmaüs, en fait, cette recette de cet achat va financer directement des repas, l'hébergement des personnes qui travaillent dans ces associations. Donc c'est vraiment l'alliage des dimensions écologiques et sociales. Mais on a aussi des actions qui sont moins connues, en tout cas moins étiquetées Emmaüs. On travaille beaucoup sur notamment l'alimentation, l'accès digne à une alimentation saine par différents biais. On a des associations Emmaüs qui sont les traditionnelles communautés, par exemple, qui ont maintenant développé pour certaines des actions d'agriculture, des activités agricoles, qui permettent de travailler sur l'accès à des produits sains en autonomie alimentaire pour les personnes qui vivent dans ces communautés. Mais on a aussi des structures, des fermes aujourd'hui, qu'elles soient communautés ou pas, ou chantiers ou fermes d'insertion, dont la production sert directement l'aide alimentaire locale. Donc les associations vont garder leur production. C'est-à-dire que ça sert à la structure, mais aussi à l'environnement qui entoure la structure. Voilà, aux personnes qui vivent et qui sont accueillies dans ces associations. Et une partie de la production va, je pense à la communauté d'Angers ou celle de Pamiers, la production va directement au Resto du Cœur, aux antennes du Resto du Cœur, à prix extrêmement modique, voire en don direct. D'accord, très bien. Donc c'est un véritable cercle vertueux qui s'engage. Très bien. Côté Secours catholique, vous avez aussi énormément d'actions. Quelles seraient peut-être les actions les plus symboliques, les plus importantes justement pour concilier préoccupations sociales et préoccupations écologiques? Ce qu'on vise nous avec nos actions aussi, c'est à démontrer quelque chose, et c'est à démontrer qu'il est possible de faire de la transition écologique une opportunité pour lutter contre les causes de la pauvreté. Et donc par exemple, pour compléter le panorama, parce que je pense qu'on est aussi très complémentaires et on travaille aussi ensemble sur des sujets, par exemple sur la question de la mobilité. C'est un vrai sujet chez nous, qui est de dire comment on permet à tous de se déplacer, notamment dans le cadre des zones à faible émission, mais pas que, avec ce véritable enjeu de pouvoir proposer des alternatives aux personnes. Et donc ça, concrètement, en plus du plaidoyer qu'on peut mener, il y a des actions telles que de l'aller vers, c'est-à-dire en fait on va rejoindre les gens où ils sont quand les personnes ne peuvent pas se déplacer, du transport solidaire, mais aussi la mise à disposition de vélos ou de véhicules électriques, dans les garages solidaires, par exemple. Sur la question de l'alimentation, effectivement, il y a un champ énorme et l'enjeu, il est vraiment de permettre à tous d'accéder, quand on dit accéder dignement à une alimentation de qualité, ça veut dire aussi donner le choix aux personnes et leur proposer des espaces, que ce soit des épiceries sociales et solidaires, dont on a beaucoup, ou les paniers solidaires, par exemple, qui sont en fait des façons de travailler pour permettre aux personnes de choisir ce dont elles ont envie de manger et en plus des produits de qualité. Et puis un point qui est aussi fondamental, c'est que beaucoup des personnes qui viennent dans nos associations, elles viennent parce qu'elles n'arrivent plus à payer leurs factures et surtout leurs factures d'énergie. Et donc rénover, c'est un impératif écologique, mais c'est aussi un impératif économique. Donc rénover pour réduire les factures d'énergie. Et ça, concrètement, on a des programmes, par exemple le programme Indigne-toi ou le réseau Éco-Habitat, qui accompagne humainement, techniquement et financièrement les propriétaires modestes à rénover leur logement pour vraiment travailler sur ce sujet. Ça veut dire très concrètement, c'est des bénévoles qui interviennent dans les logements des personnes modestes pour les aider à rénover leur logement, c'est ça? Alors exactement, donc il y a un système de tiers de confiance, mais c'est aussi en fait de faire le lien avec des professionnels, de travailler aussi sur toute la problématique de l'avance des aides, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il peut y avoir beaucoup d'aides, que ce soit sur la rénovation ou sur la mobilité, mais clairement quand on est en précarité, on n'a pas
une trésorerie de 3 mois, de 6 mois, où on peut se permettre d'avancer les aides en attendant gentiment qu'elles reviennent sur notre compte. Donc effectivement, c'est des bénévoles qui sont là comme tiers de confiance et qui permettent vraiment de faire le lien entre les aides, entre les agences de l'État et entre les professionnels qui interviennent dans les logements. Très bien. Alors, Emmaüs France et le Secours catholique ne sont pas les seuls acteurs à travailler à une transition écologique juste. Le Crédit coopératif est également impliqué. Pour nous en parler, je voudrais donner la parole à Erwan Odoui, responsable de marché au sein du Crédit coopératif. Alors, tout fonctionne comme sur des roulettes. Erwan, j'espère que vous allez bien. Alors, une première question que j'aimerais vous poser, justement, quelles initiatives poursuivant ces fameux objectifs écologiques et sociaux sont aujourd'hui soutenues par le Crédit coopératif ? Oui, alors le Crédit coopératif accompagne tous ses clients dans les initiatives de transition. On a toute une gamme d'offres dédiées, mais plus globalement, en fait, ce que l'on fait depuis cette année, c'est qu'au travers de l'entretien commercial, ou plutôt dans le cadre de l'entretien commercial, on fait ce qu'on appelle un questionnaire ESG, environnemental, sociétal et gouvernance, qui permet de faire un point avec nos clients sur leur situation, leurs projets, leur stratégie, enfin leur projet de développement par rapport à ces 3 enjeux. Et force est de constater que, bien que le Crédit coopératif adresse essentiellement ses services à l'économie sociale et solidaire, je prends l'exemple que 50% de nos financements vont aux associations et au sanitaire et social, parfois, trop souvent, j'ai envie de dire, le volet environnemental n'est pas forcément bien priorisé ou bien mis en avant. Je ne fais pas de généralité, hein, quels que soient les secteurs, il y a des différences. Par contre, on trouve, et ça a été évoqué précédemment, on trouve un secteur qui est naturellement dans ces 2 enjeux environnementaux et sociétaux. Ce sont les acteurs de l'insertion par l'activité économique ou du travail adapté. Alors, j'ai envie de citer 2 exemples qui vont dans le sens de ce qu'a cité Emmaüs ou le Secours catholique. On a par exemple le réseau Envie qui, au travers d'emplois d'insertion, recycle nos déchets électroniques et électriques. Mais aussi dans l'alimentaire, on peut citer à Paimpol, en Bretagne, un jardin à Cocagne qui fait travailler des personnes en situation de handicap pour faire du maraîchage bio. Voilà 2 exemples très concrets qui sont accompagnés par le Crédit coopératif. Ce qu'on observe aussi quand même, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'il y a quand même une tendance de voir les 2 se rapprocher. On voit de plus en plus d'acteurs qui ne sont pas forcément nativement dans le social, mais qui sont plus des acteurs de l'environnement, avoir un impact social et le développer. Je vais prendre l'exemple du réseau Être, qui sont des écoles qui forment au métier de la transition énergétique, au métier manuel. Leur objectif de départ, c'est de former, et en fait, par ce chemin, ils forment finalement des jeunes en situation d'échec scolaire. Et donc, ils participent à de l'inclusion de jeunes. Ils ont aujourd'hui 19 écoles, ou par exemple Optimisme, qui, encore en Bretagne, a un tiers-lieu itinérant pour aller voir les personnes isolées. Donc là, le départ est social, les personnes isolées, les personnes précaires, pour les éduquer ou mieux manger à l'alimentation, et les inviter aussi à cultiver leur jardin et donc à réduire effectivement améliorer leur alimentation et leur dépendance effectivement à la grande distribution pour leur alimentation. Voilà 2 exemples, des exemples très concrets de ce que nous accompagnons. Très bien. Alors, quand on a préparé cet entretien, et c'est une question moi que je voulais qu'on évoque en direct, vous avez insisté justement sur le changement d'approche qui est en train d'être peut-être en cours de mise en œuvre du côté justement des organismes prêteurs, puisque vous avez insisté sur le fait que pour les organismes prêteurs, c'est de plus en plus risqué de financer des projets carbonés. Alors, on est d'accord qu'on a encore de la marge, hein, oui. Quand on voit les derniers rapports justement sur des grandes banques qui financent encore largement des énergies fossiles. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce changement de logique et ce fameux risque de financer des projets carbonés ? Oui, il
y a ce point, effectivement, qu'aujourd'hui, la transition, il n'y a plus d'un côté, on l'a évoqué, le social, et d'un côté, l'écologique, et que la transition concerne tous les secteurs d'activité, tous les types de structures. Ça, c'est important. Puisqu'on parle de carbone, et de l'impact des banques sur leurs émissions, puisqu'en fait, l'impact des banques, c'est ce qu'ils financent, c'est ce que vous évoquiez. Je crois que c'est 3,3 millions de tonnes d'équivalent de tonnes CO2 qui sont émises par les financements bancaires. Et en la matière, le crédit coopératif, lui, il y a une mesure, c'est par million d'euros pour que les choses soient proportionnelles. Nous, on a une centaine, 130 tonnes par million d'euros financés quand les autres banques sont à 400. Voilà, je voulais juste rappeler ça, que les banques ont un impact carbone dans leur financement et que aussi c'est important de choisir des banques qui ne sont pas, d'avoir cette analyse dans ces choix bancaires. Globalement, oui, il y a ce sujet. Je vais prendre l'exemple si aujourd'hui, si aujourd'hui je finance une usine qui dépend, ou je sais pas, une activité qui dépend à 100% du charbon, et que je la finance sur 20 ans, est-ce qu'elle sera toujours en capacité d'exercer dans 10 ans? Voilà, c'est une bonne question. Et donc moi, si j'ai mis un crédit derrière, mon établissement financier, est-ce que mon crédit n'est pas en risque? Je vais prendre un autre exemple qui est plus courant, qui est celui du bâtiment. Si je finance un appartement à quelqu'un qui est coté F ou G, je sais très bien qu'il ne pourra pas le louer ou qu'il devra faire des travaux de rénovation, donc j'ai un risque. Donc de plus en plus, le secteur financier prend conscience que financer quelque chose de, entre guillemets, de carboné ou d'écologiquement impropre, incorrect, je ne veux pas faire de jugement, je prends un risque. Et donc le législateur va me dire, si ton crédit est risqué, il faut que tu mettes plus de réserves en face. Chez nous, ça s'appelle les fonds propres, donc on va mettre plus de réserves en place. Et donc, finalement, le secteur financier va avoir deux trajectoires. Une première trajectoire qui est de dire ça me consomme trop de fonds propres, donc je ne fais plus. Ou alors de se dire, bon, il faut que je rémunère correctement cette surconsommation de fonds propres, donc je vais faire mon crédit à un taux plus élevé. Voilà, à un moment donné, une structure qui n'a pas intégré des enjeux de transition dans son fonctionnement risque de se voir l'accès à des financements un peu durcis. D'accord, très bien. Monsieur Audoui, je vous remercie. Après le crédit coopératif, nous allons écouter une intervention de Jérôme Huet, manager durabilité chez PKF Arcilon, qui nous explique les bienfaits de la RSO à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les acteurs de la solidarité. PKF Arcilon est un acteur national du conseil stratégique et financier, de l'expertise comptable et de l'audit, qui regroupe 900 personnes réparties sur 30 bureaux en France. Pour eux, la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale, ou RSO, a une forte résonance car elle est dans la même veine que leur mission, l'intérêt général et l'intérêt collectif du citoyen. Ces démarches permettent de concrétiser leur ancrage territorial, de justifier de l'utilisation de l'argent public et d'œuvrer pour la préservation de l'environnement. Cette démarche s'impose également pour cultiver ce qu'on appelle la marque employeur, c'est-à-dire être en capacité pour elle de capter et de fidéliser le personnel. Autre thème essentiel, avoir une démarche RSO structurée et performante répond réellement aux attentes des pouvoirs publics car elle met les parties prenantes dans une dynamique de coopération et d'innovation. Aujourd'hui, la RSO est du reste contractualisée dans l'élaboration du CEPOM qui est le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Par retour d'expérience, nous constatons sur le SMS un fort engagement sur la formation, la santé, la sécurité et l'inclusion. D'un point de vue économique et territorial, nous pointons leur nécessité d'accentuer les dynamiques locales avec les acteurs du territoire et les prestataires locaux. En clair, favorisons local plutôt qu'Amazon. Autre nécessité, et du reste du point de vue environnemental, la législation est de plus en plus contraignante, comme le décret tertiaire, les ESMS ont l'impérieuse nécessité de mettre en place des dynamiques de progrès sur l'énergie, l'eau et la gestion des déchets. Notre accompagnement et la mise en place de la dynamique RSO et l'aide au pilotage que nous leur proposons est un formidable effet de levier pour elles en termes de reconnaissance. Elle leur fait passer du statut de « j'accompagne des personnes » au statut de « je suis un acteur du territoire et reconnu comme tel ». Et ça, c'est fondamental.
Alors après cette vidéo, nous allons prendre quelques questions internautes. Donc je lis la question de Coralie. On entend souvent dire que les personnes en situation de précarité sont très éloignées des préoccupations écologiques. C'est la fameuse, d'ailleurs, la fin du mois contre la fin du monde. Hein. Comment mieux les impliquer justement autour de ces questions? Est-ce que déjà c'est le cas? Est-ce que les personnes en situation de précarité sont si éloignées que ça des préoccupations écologiques? Et si c'est le cas, comment justement les impliquer? Daphné. Alors, je pense qu'effectivement, il faut essayer au maximum de sortir de cette vision binaire, même si en fait, il faut bien prendre en compte qu'il peut y avoir des frictions et notamment sur le court terme. En tout cas, nous, ce que nous disent les personnes qu'on accompagne, c'est d'une part un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles font un peu ce qu'elles peuvent au quotidien. Bah ouais. Et elles comme on l'a dit. Exactement, elles font déjà preuve d'une d'adaptabilité dont je pense peu de personnes aujourd'hui dans la société seraient prêts à faire. Et donc, elles ont déjà beaucoup de contraintes. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment ce sentiment de je me sens coupable, mais je ne sais pas faire autrement. Ça, c'est un point qui est de dire, en fait, il faut donner les moyens financiers et aussi d'accompagnement à ces personnes parce qu'il n'y a pas une espèce d'aliénation où on n'aurait pas envie. Il faut donner les moyens. Et puis, il y a un autre point qui est soulevé, c'est en fait aussi de se dire, on fait ce qu'on peut et on nous demande peut-être beaucoup. Et qu'est-ce qu'on demande aux gros pollueurs? Il y a aussi ce sentiment de culpabilité, mais aussi d'injustice, en se disant, voilà, nous déjà, le quotidien, c'est galère. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, bien au contraire. Donnez-nous les moyens, mais aussi reconnaître la part juste de chacun et ne pas aussi hésiter à demander plus aux gros pollueurs. Donc vraiment, donner les moyens, et notamment financiers pour accéder à la transition écologique. Et puis, je pense que derrière cette question de comment les impliquer, il y a aussi cette question de l'espace pour être écouté et pris en compte. Quand on prend le temps de travailler sur ces sujets avec les personnes qu'on accompagne, on voit qu'il y a un vrai besoin d'expression, qu'aujourd'hui il n'y a pas de lieu où on peut s'exprimer, où on peut dire aussi les craintes qu'on peut avoir. Le sentiment d'éco-anxiété, c'est pas juste quelque chose qui traverse quelques classes sociales, mais en fait on est tous préoccupés par le sort de ces enfants et de ces petits-enfants. Et donc ça aussi c'est un enjeu, peut-être un enjeu démocratique, mais de favoriser des espaces pour être écoutés et pris en compte. C'est ce dont aussi parlait Amandine tout à l'heure quand elle parlait de co-construction. Oui, tout à fait, très bien. Camille, je sais, puisqu'on l'a évoqué quand on a préparé un peu l'émission, que cette espèce d'ultra-responsabilité comme ça sur les citoyens justement autour de l'écologie, ça vous agace un peu. Est-ce que justement vous partagez le diagnostic de Daphné? Est-ce que justement pour vous, c'est peut-être un peu une idée fausse de se dire que les personnes en situation de précarité se moquent totalement de la protection de l'environnement? Alors, je ne pense pas que ce soit le cas, et Daphné y a très bien répondu. Mais en fait, cette question, c'est vrai qu'elle est légitime, mais elle m'évoque vraiment l'injustice, et j'ai vraiment envie de retourner la question, en fait. Dire à l'échelle mondiale, globale, puisque les défis écologiques, ils sont d'ordre globaux, qui sont ceux qui polluent, au sein de nos pays, qui sont ceux qui polluent le plus, c'est pas les plus fragiles, c'est pas les personnes en situation de précarité, ce sont les plus riches. Donc finalement, cette question, elle déplace un petit peu, je trouve, la consistance, le curseur et la consistance du problème, qui est que en fait, c'est quand même ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus fort et la consommation la plus élevée, et les plus grands appartements, qui consomment le plus, et les plus grosses voitures, et qui se déplacent le plus, etc. Donc, ma première réaction, en effet, c'est celle de pouvoir plutôt retourner la question et de se dire, du coup, qui faut-il rendre prioritairement acteurs de cette transition, si ce n'est les personnes les plus précaires, les États, et puis les grands opérateurs économiques. C'est eux qui ont la capacité aussi vraiment d'agir. Si nous, individus et les personnes les plus précaires peuvent agir à leur niveau, dans leur maison, etc., c'est très bien, mais ceux dont l'impact sera vraiment démultiplié et aura un sens écologique, c'est les grands opérateurs économiques et étatiques. Donc voilà, et je pense que la deuxième priorité, elle est conjointe, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais c'est plutôt d'être attentif, vraiment, on l'a déjà dit, à qu'est-ce que les défis et comment vont se traduire les défis écologiques en termes d'action,
et que ces actions ne viennent pas surenchérir et entretenir cette double peine. Cette double peine, la capacité d'agir et de s'adapter des personnes qui sont déjà les plus fragiles et donc les plus exposées. D'accord, très bien. On l'a vu tout au long de cette émission, et Daphné, vous en parlez. Hein. Il y a aussi, dans le cadre de cette transition écologique et sociale, de forts accents démocratiques. Hein. On le sait, les associations, alors ça dépasse même la question de la transition écologique, mais les associations, la société civile est relativement peu écoutée. On l'a vu on y revient un peu chaque fois, hein, avec cette fameuse convention climat. Il y avait eu un certain nombre de propositions justement citoyennes sur le sujet, et puis c'est passé un peu à la trappe. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour que ce dialogue entre les pouvoirs publics et la société civile se rééquilibre sur ce sujet-là? Et est-ce que vous partagez ce qui a été dit tout au long de cette émission? Isabelle Dorès d'ATD le disait, Daphné, vous le dites, on n'a pas de lieu justement de concertation pour faire remonter la réalité de cette transition. Voilà, quelles seraient vos propositions? C'est une question un peu compliquée parce que on commence à s'habituer aussi à ce défaut de concertation, mais voilà, est-ce que vous avez des solutions à nous proposer? C'est paradoxal parce qu'en même temps, ces dernières années, on voit se multiplier les instances de concertation nationale, le CNR, il y a eu la Convention citoyenne, il y a plein justement de coquilles. En tout cas d'instances qui sont très médiatisées, ou en tout cas dont le lancement est médiatisé et qui se veulent des espaces de concertation nouveaux, modernes, etc., aux dépens parfois des corps intermédiaires. Tout à fait. Et c'est sûr que, c'est paradoxal, il y a cette volonté affichée de plus concerter, et en même temps, nous les grandes assos, je pense, je ne sais pas si c'est un constat partagé, mais on a l'impression que nos voix, qui sont quand même expertes pour le coup, sont moins écoutées ou moins entendues. Donc il y a vraiment un enjeu que les associations expertes soient écoutées et entendues. Et pour ça, ce que moi je vois en tout cas sur les thématiques que je suis, c'est qu'il faut se bagarrer pour néanmoins être présent dans les instances qui existent, les instances de concertation parfois extrêmement thématiques, sous-divisées au niveau national, au niveau régional, au niveau local, et il faut être présent un peu partout. Donc c'est quand même des questions après de moyens pour les assos. Il faut être présent partout pour exprimer, partager, alerter, etc. Donc ça, il faut démultiplier nos actions dans plein d'échelons d'intervention et d'interpellation différents. Et puis, je pense que vous en avez déjà parlé tout à l'heure, il y a aussi nous, réinventer aussi nos modes d'action. Il y a le collectif Alerte qui a été créé donc, il y a quelques années. C'est interpeller ensemble et porter une voix commune dans l'espoir qu'elle soit plus forte. D'accord. Et je pense que pour l'avenir, peut-être le défi pour nos grands réseaux qui sont des réseaux anciens et qui sont des réseaux de plein d'associations locales en fait, des adhésions locales. Le défi, ça va être de perpétuer, si on veut impliquer la société civile sur nos combats, parce que ça ne sert à rien d'être juste des experts et d'aller interpeller les politiques publiques. Il faut qu'on arrive à travailler toujours davantage la mobilisation citoyenne. Et ça, c'est à la fois notre défi et notre force. Nous sommes des réseaux avec plein d'entités locales, des associations locales, qui sont des lieux physiques souvent. Et notre plus grand défi, je pense que c'est de réussir à impliquer sur tous nos combats les citoyens, parce que nos combats, il faut qu'ils vivent par les citoyens, qui peuvent après interpeller leurs députés, leurs élus locaux, etc. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là, majeur de nos grands réseaux, notre place, elle se joue là, sur la capacité à mobiliser les citoyens via le bénévolat ou d'autres formes d'action. D'accord, très bien. Justement, sur cette question de la mobilisation des citoyens, puisqu'on sait que tous ces combats, ils ont effectivement une valeur extrêmement sociétale. Hein. Ça ne concerne pas uniquement les plus modestes, ça concerne en particulier l'environnement, ça concerne l'ensemble des personnes. Est-ce que vous partagez cette analyse-là et justement comment est-ce qu'on peut faire pour que justement les acteurs qui défendent ces préoccupations écologiques et sociales soient mieux entendus et puissent un peu plus impacter les politiques publiques ? Alors je partage complètement. En fait, je ne sais pas si la question elle est est-ce qu'il faudrait un nouvel espace de concertation, mais plutôt ce qui est fait de ces espaces de concertation, parce qu'effectivement ils sont très nombreux, subdivisés. Enfin voilà, Camille l'a très bien dit. Aujourd'hui, ces espaces peuvent exister, mais il faut transformer l'essai. Et c'est là où pour nous c'est extrêmement frustrant. Et c'est la même chose pour la mobilisation citoyenne. C'est qu'en fait on voit beaucoup de bonnes intentions. Et donc ça, c'est vrai que ces dernières années, on est extrêmement mobilisés
mobiliser pour donner notre avis quelque part. Mais en fait, derrière, les éléments qui en sortent, ils ne sont pas satisfaisants parce qu'en fait, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de concret. Et donc, voilà, il y a beaucoup de bonnes intentions, ces espaces qui sont là. Et puis après, flop. Ouais, voilà. Et la Convention citoyenne pour le climat, ça a été quand même un exemple formidable là-dessus. Enfin, formidable au sens cynique, bien sûr. Parce que, en fait, ça montre bien qu'on a formé des personnes, ces personnes ont pris du temps, énormément de temps, plusieurs week-ends entiers. Et on leur a demandé de formuler des propositions. On leur a dit, vous êtes légitimes parce que vous avez été formés, parce que vous êtes représentatifs de la société par rapport à la répartition démographique et sociologique. Et puis derrière, ah bah non, finalement, c'est le Parlement, etc. Et puis, on ne va pas parler de ce qui se passe non plus au Parlement en ce moment. Donc, en fait, oui, la mobilisation citoyenne, elle est nécessaire. Nos organisations, elles doivent aussi réussir à embarquer l'ensemble des personnes sur les territoires. Mais en fait, il faut aussi donner envie et surtout réussir à motiver. Parce qu'en fait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est quand même un découragement, en fait. À quoi ça sert puisqu'en fait, oui, on va donner notre avis, mais après, qu'est-ce qui se passe quand on a fait, nous, on a organisé des débats dans le cadre du grand débat national qui avait fait suite aux Gilets jaunes. Nous, ce que nous disaient les personnes, c'est tout ce qui se dit là, il faut que ça remonte. Il faut que ça remonte et qu'il se passe quelque chose. Et donc, en fait, quand on dit que les personnes ont besoin de s'exprimer, c'est qu'en fait, elles ont besoin de s'exprimer, mais pas simplement pour sortir quelque chose, mais pour que ce soit pris en compte. Et donc, la mobilisation citoyenne, repenser, nous, nos façons de faire, effectivement, c'est important. De se dire que c'est pas d'un côté les plus pauvres, d'un côté les plus riches et d'un côté l'espèce de classe moyenne, mais on est bien en fait dans ce truc, de cette situation, où en fait on est en train de se dire comment on veut transformer collectivement notre société, une société pour qu'elle soit plus juste, plus durable et aussi plus fraternelle, parce que c'est aussi ce que portent nos associations de solidarité, c'est en fait de se dire que c'est ensemble qu'on a envie d'agir et que collectivement aussi on grandit individuellement et collectivement. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Nous avons bien pris la mesure tout au long de cette émission de l'ampleur des défis qui se présentent à nous pour mener à bien cette transition écologique et sociale. Comme on l'a dit, la balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics, notamment pour mieux entendre et soutenir les associations qui travaillent en ce sens au plus près des personnes les plus fragiles. Je vous rappelle une nouvelle fois que le dernier numéro d'Union sociale évoque en profondeur la thématique de cette émission. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens et les équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien, mais aussi Harmonie Mutuelle, ESS et PKF Arcilode, nos partenaires pour cette émission. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs et vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission qui aura lieu le 14 décembre et qui portera sur l'attractivité des métiers. En attendant, vous pouvez accéder à tous les replays de l'émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et belle journée sur Solidarité TV.